Lecture dédiée à Jean-François Montel. Michel Tournier, de l'Académie Goncourt. Les vertes lectures. La Comtesse de Ségur, Jules Verne, Lewis Carroll, Jack London, Karl May, Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling, Benjamin Rabier, Hergé, Aigri Paris. Illustration de Sibylle Delacroix. Flammarion, 2006. Jules Verne ou le génie de la géographie. Géographie, cela signifie étymologiquement écriture de la terre. Nous sommes renvoyés par là à une distinction littéraire qui peut paraître élémentaire, voire simpliste. Les écrivains inspirés par l'histoire et les écrivains inspirés par la géographie. Cela remonte très loin, jusqu'à Homère au moins, écrivain double, puisque l'Iliade est une légende historique, alors que l'Odyssée est une épopée géographique. Il serait facile de poursuivre l'opposition de siècle en siècle, jusqu'à Alexandre Dumas par exemple, et Jules Verne ou Pierre Loti. Ajoutons qu'il est absurde de ne désigner par le mot paysagiste que des peintres. Paysagistes, les écrivains le sont ou ne le sont pas, à leur manière. Il serait intéressant d'écrire l'histoire du paysage à travers la littérature française. Le plus grand écrivain géographe de notre littérature est à coup sûr Jules Verne. 64 romans, l'équivalent quantitatif de l'œuvre de Balzac, et l'opposition de ces deux géants ne manque pas d'intérêt. L'histoire n'est qu'une suite de guerres, de violences et d'atrocités. Le théâtre de Shakespeare est d'une extrême noirceur car tout y est histoire. Il y gagne un certain prestige, car le noir évoque les abîmes de la profondeur. Le noir est toujours habillé, dit-on. Au contraire, l'écrivain géographe est possédé par une passion juvénile de la découverte aventureuse. Les beautés des paysages qu'il parcourt sont sa récompense et celle de son lecteur. Il n'y a pas de lecture plus roborative que celle de Jules Verne, mais bizarrement ce trait lui est reproché. On déplore son orientation résolument extravertie. Avec lui, on est à l'opposé des subtilités de Mallarmé et des analyses de Proust. Freud et sa psychologie des profondeurs n'a pas davantage de place ici. Seul existe le monde extérieur au sens le plus vaste du mot. Si vous voulez tout savoir sur l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, lisez Les Enfants du capitaine Grant. Quant aux personnages verniens, ils sont tous d'une pièce, totalement bons ou totalement méchants, et ils se meuvent en vertu des ressorts les plus conventionnels. C'est à cette première vue que s'arrêtent les lecteurs les plus hâtifs de Jules Verne. Ils ont conclu qu'il s'agit d'un écrivain pour la jeunesse, donc de deuxième voire de troisième ordre. Il y aurait beaucoup à corriger ici. On pourrait par exemple observer que cette géographie est bien évidemment une géographie hantée. Si nous sommes aux antipodes de la littérature intimiste, il n'en reste pas moins que le cœur n'est pas absent du monde vernien. Le cœur y est, oui, mais c'est dans une planète, sur un îlot rocheux, dans les abysses de la mer ou au fond d'une mine qu'il bat. Il n'est que d'y aller. Il y a une littérature intimiste. Dans un deuxième cercle, on trouverait le thème de la maison, enfantine, magique ou hantée. Chez Verne, il faut tracer un troisième cercle et admettre que c'est le paysage tout entier qui est hanté. Nemo hante l'océan, Silfax hante les mines des Indes noires, Vasling hante les glaces polaires, etc. Et ces personnages fantomatiques sont en possession d'un double trésor qui s'appelle bonheur et connaissance. C'est à la quête de ce Graal et de cette toison d'or que nous invitent les romans de Jules Verne. On ne donnerait pas une idée fausse de la philosophie en disant qu'elle arbitre le duel qui oppose dans la connaissance le sujet connaissant et l'objet connu. Ce duel peut se conclure par le primat total de l'un des termes sur l'autre. Quand l'objet l'emporte totalement sur le sujet, on parle de réalisme absolu. C'est la philosophie adoptée implicitement et même inconsciemment par les scientifiques. Selon cette vue, la rationalité est le privilège exclusif du monde extérieur. Les choses sont par elles-mêmes totalement rationnelles. Elles sont rationnelles jusqu'à l'os, bien que d'une façon de plus en plus subtile et fine à mesure que l'on pénètre leur structure. Toute l'irrationalité se trouve du côté du sujet connaissant, magma grouillant d'ignorance, de superstition, affection et autres formes de vésanie. L'histoire de la science n'est que celle de l'auto-nettoyage du sujet, qui doit à force de discipline se débarrasser de tout ce fatras pour devenir totalement transparent à l'ordre du monde. À l'opposé de ce réalisme absolu, l'idéalisme absolu, d'un Malebranche ou d'un Berkeley,
dénie toutes sortes de réalités au monde extérieur. Les choses n'ont d'existence qu'autant qu'elles sont perçues, ss percipi, et leur qualité découle entièrement de l'activité du sujet. Toutes les théories de la connaissance se situent quelque part entre ces deux extrêmes. Vue sous cet angle, l'œuvre de Jules Verne relève tout entière de la philosophie, et sa forme romanesque elle-même peut se ramener à une quête de la rationalité par un sujet connaissant héroïque affrontant des terres et des mers inconnues pour les conquérir. C'est la présence et l'aventure de ce sujet qui dramatise la géographie et la physique élémentaire, auxquelles sans lui se ramènerait toute l'œuvre de Verne. C'est elle qui la sauve de l'exposé didactique pur, lequel n'en reste pas moins la substance et la récompense du récit. Il faut évoquer ici le thème récurrent du cryptogramme. Certains romans commencent par la découverte d'un document écrit, incomplet ou chiffré, dont le déchiffrement va jouer un rôle décisif dans la fabulation. On songe évidemment aux lettres incompréhensibles de la Jangada, ou au grimoire runique découvert à Londres par le professeur Otto Lindenbrock, qui va déclencher tout le voyage au centre de la Terre. Il apparaît que ce grimoire donne la clé de l'exploration du centre de la Terre. Il n'est que de se laisser glisser dans la cheminée d'un volcan situé en Islande. On parviendra ainsi au centre de la Terre. On constate ensuite que cet Otto Lindenbrock dissimule sous les apparences d'un rat de bibliothèque un formidable aventurier, rompu à toutes les performances physiques et prêt à toutes les audaces. Plus révélateur encore, le coup d'envoi des enfants du capitaine Grant. Là, c'est un message rédigé en 3 langues, trouvé dans une bouteille, laquelle voyageait dans l'estomac d'un requin. Or l'humidité a détruit en partie le texte de ces 3 versions, et il subsiste des ambiguïtés sur le lieu où se trouve le naufragé qui a envoyé ce message. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour les chercheurs de faire coïncider un texte écrit énigmatique avec la réalité géographique et humaine. On reconnaît l'un des traits essentiels du problème de la connaissance. Notre esprit étant en possession de telle ou telle faculté, comment va s'effectuer la connaissance des objets extérieurs? Certes, ni le réalisme absolu, ni l'idéalisme absolu ne poseraient le problème en ces termes, puisque le sujet dans l'idéalisme, l'objet dans le réalisme, s'étale seul et souverainement. Jules Verne opte pour un dualisme dont l'un des termes est le cryptogramme, l'autre la réalité géographique. Notons que ce schéma romanesque trouve son modèle insurpassable dans le Don Quichotte de Cervantes. En effet, quel est le moteur de ce grand récit classique? Don Quichotte a la tête farcie de récits de chevalerie. Peu à peu, l'idée s'impose à lui de vérifier dans la vie réelle la valeur de ces vieilles histoires. Donc il revêt une armure, s'arme d'une lance et part à l'aventure sur sa vieille jument. On connaît la suite. Cette entreprise don quichotesque est celle de plus d'un héros vernien, et notamment de Phileas Fogg. Ce maniaque de l'exactitude connaît par cœur tous les horaires des trains et des bateaux du monde. Il a pu ainsi combiner, sans sortir de son bureau, un tour du monde qui durerait 80 jours, soit 1920 heures, 15 200 minutes, ni plus ni moins. Cela, c'est la connaissance purement a priori. Théoriquement, vous avez raison, lui dit l'un des membres du Reform Club, mais pratiquement. Fogg va donc confronter sa théorie avec la pratique et se heurter du même coup à toutes les infidélités que le monde empirique inflige à la pensée pure. L'antagonisme se traduit par 2 concepts qui bizarrement sont traduits par 2 mots dans les langues anglo-saxonnes et par un seul mot dans les langues latines. Le temps, en français, désigne l'heure qu'il est à ma montre et la couleur du ciel. En anglais, on dit time et weather. En allemand, Zeit et Wetter. Ce tour du monde, c'est la lutte de time contre weather. Car les retards pris par les trains et les bateaux sur leurs horaires sont presque toujours dus aux intempéries. En somme, Fogg va faire le tour du monde contre vents et marées. On notera en marge ce détail amusant. Jules Verne a choisi d'appeler son héros Fogg, brouillard, tandis que son domestique, grâce auquel il va gagner finalement son pari, a pour vertu principale la débrouillardise. Le caractère philosophique de ce roman d'aventure est couronné par un coup de théâtre qui sort tout droit de la critique de la raison pure de Kant. Le philosophe allemand nous explique en effet que le temps et l'espace, même réduits à leurs dimensions les plus purement théoriques, n'en sont pas moins des intuitions de la sensibilité qui ne peuvent se réduire au concept de la raison abstraite. Le temps et l'espace, il faut les vivre avec nos yeux et nos muscles. Aucune construction arbitraire ne remplacera cela. Et il nous donne l'illustration saisissante de son propos. Si le monde entier se composait d'un seul gant, encore faudrait-il que ce fût un gant droit ou un gant gauche, et cela, la raison seule ne le comprendra jamais.
Fogg en fait l'expérience dans la dernière page du roman. Il a donc accompli le tour du monde, et le voilà revenu à Londres. Mais son carnet de voyage est formel. Il a voyagé 81 jours, donc il a perdu son pari, et il est ruiné. C'est alors qu'intervient le génial Passepartout. On est dimanche 21 décembre. La date limite des 80 jours, c'était le samedi 20 décembre. Passepartout sort pour prévenir le révérend Samuel Wilson du prochain mariage de Fogg avec la charmante Madame Aouda, qui l'a sauvé du bûcher. Il revient essoufflé et échevelé comme un fou. On n'est pas dimanche, on est samedi. Le révérend n'est pas chez lui. Mais le tour du monde a été bouclé en 80 jours et le pari est gagné. C'est que Fogg a voyagé d'ouest en est, à l'inverse du mouvement du soleil, et il a ainsi gagné 24 heures. Mais il doit se rendre immédiatement au Reform Club pour proclamer son succès et toucher les 20 000 livres qui le rembourseront de ses frais de voyage. Time or weather. Le conflit entre un groupe humain et un milieu défavorable peut se résoudre au bénéfice des membres de ce groupe par la construction d'un biotope artificiel en totale rupture avec le milieu. Ce sera par exemple un village complexe comprenant maisons luxueusement meublées et jardins verdoyants construits sur un radeau, en espagnol jangada, qui va descendre lentement, 1 à 2 km à l'heure, le cours de l'Amazone sur des milliers de kilomètres. Il s'agit en fait d'un train de bois précieux, acheminé vers la mer pour y être vendu. Ce village flottant sera habité par une population, maîtres et ouvriers, de près de 200 personnes. Une autre solution pour échapper aux agressions du milieu, c'est la profondeur, l'enfouissement sous la mer ou sous la terre. Le sous-marin Nautilus est un véritable paradis à l'abri du déchaînement de tous les éléments, vent, tempête, incendie. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, explique le capitaine Nemo, si sur cette mer la première impression est le sentiment de l'abîme, à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter. Pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer. Pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue. Pas de voile que le vent emporte. Pas de chaudière que la vapeur déchire. Pas d'incendie à redouter, puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois. Pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est un agent mécanique. Pas de rencontre à redouter, puisqu'il est le seul à naviguer dans les eaux profondes. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Le fond des océans offre à celui qui consent à y habiter toutes les satisfactions qu'on trouve moins facilement à la surface de la terre. Promenade, pêche, chasse, cuisine, spectacles grandioses et surtout connaissances scientifiques irremplaçables. Un piano-orgue permet d'y faire entendre des œuvres de Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Auber, Gounod. Ces musiciens, ajoute Nemo, ce sont les contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. En effet, le bonheur enfoui, c'est le bonheur dans l'au-delà, à l'abri de toutes les vicissitudes de l'existence. Si reposer à 6 pieds sous la mer, c'est être mort, que dire des hommes et des femmes qui séjournent en permanence à 1500 pieds de profondeur? C'est pourtant à ce niveau que l'ancien mineur Simon Ford vit avec toute sa famille dans un cottage au fond de la mine désaffectée d'Oshar. Une mine désaffectée. Jules Verne fait passer dans les premières pages des Indes noires toute la tragique poésie de ces lieux maudits. 8 ans avant le célèbre Germinal d'Émile Zola, il saisit toute la force symbolique des mines de charbon et la terrible emprise qu'elle exerce sur le destin des hommes qui y travaillent. On en retrouve quelque chose aujourd'hui dans le véritable chagrin que manifestent nos derniers mineurs à la fermeture de leurs puits. Ce fameux cottage de la famille Ford offre au contraire tous les avantages d'un lieu de séjour idéal, et ses habitants ne souhaitent nullement remonter à la surface. Aller là-haut? À quoi bon? Répétait-il, et il ne quittait pas son noir domaine. Dans ce milieu parfaitement sain, d'ailleurs soumis à une température toujours moyenne, le vieil Overman ne connaissait ni les chaleurs de l'été ni les froids de l'hiver. Les siens se portaient bien. Que pouvait-il désirer de plus? On retrouve ici le thème récurrent chez Verne du bonheur par élimination des intempéries. Mais aussi ces lieux sont hantés. Les mineurs ont déserté les mines qu'on dirait épuisées. Oh putain d'Adèle. Mais aussi ces lieux sont hantés. Les mineurs ont déserté les mines qu'on disait épuisées. De tout le personnel qui s'est affairé des années durant dans ces noirs dédales, le plus étrange était certes le pénitent de la houillère. On l'appelait ainsi parce qu'il portait une grande robe de moine. À cette époque,
on avait d'autres moyens de détruire le mauvais gaz qu'en le décomposant par de petites explosions, avant que sa légèreté l'eût amassé en trop grande quantité dans les hauteurs des galeries. C'est pourquoi le pénitent, la face masquée, la tête encapuchonnée dans son épaisse cagoule, tout le corps étroitement serré dans sa robe de bure, allait en rampant sur le sol. Il respirait dans les basses couches dont l'air était pur et, de sa main droite, il promenait en l'élevant au-dessus de sa tête une torche enflammée. Lorsque le grisou se trouvait répandu dans l'air de manière à former un mélange détonnant, l'explosion se produisait sans être funeste, et, en renouvelant plusieurs fois cette opération, on parvenait à prévenir les catastrophes. Quelquefois, de pénitents frappés d'un coup de grisou mouraient à la peine. Un autre le remplaçait. Et le dernier pénitent est toujours là. Il vit retiré au plus profond du fin fond de la mine, à demi fou, jaloux jusqu'au crime de son domaine souterrain. C'est Sylphax, le sinistre, toujours accompagné de son oiseau de malheur, un harfang. Sa connaissance mètre par mètre de la mine lui permet les coups les plus meurtriers contre ceux qu'il considère comme des envahisseurs. Or, ce Sylphax a une arrière-petite-fille, Nell, fleur des ténèbres, car elle est née dans la mine et n'a jamais vu la lumière du jour. À sa grande colère, elle le trahit et passe à l'ennemi, faisant échec aux pièges et catastrophes de son invention. C'est qu'un tendre amour est né entre elle et Harry, le fils du vieux Simon Ford. Rien de plus fantastique que cette idylle, car elle évoque la légende d'Orphée et d'Eurydice, avec cette variante. Orphée, au lieu de ramener Eurydice sur la terre, est séduit par la beauté des enfers, et choisit d'y demeurer avec celle qu'il aime. Quant à Sylphax, roi de l'ombre et du feu, c'est Pluton, régnant sur les enfers avec son oiseau de nuit perché sur son épaule. Nell va-t-elle trahir sa sombre patrie et se laisser séduire par les enfants du soleil? L'épreuve doit être tentée, et elle donne lieu à des pages qui sont parmi les plus belles de la littérature universelle. Harry va donc mener Nell à la surface de la terre. Il va lui montrer les fleuves et les étoiles, les forêts et les lacs. Les deux amoureux émergent de la mine en pleine nuit, de façon à épargner à la jeune fille le choc de la lumière. Mais bientôt c'est l'aurore. À travers les paumes de ses mains, Nell percevait encore une lueur rose qui blanchissait à mesure que le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon. Son regard s'y faisait graduellement. Puis ses paupières se soulevèrent, et ses yeux s'imprégnèrent enfin de la lumière du jour. La pieuse enfant tomba à genoux, s'écriant Mon Dieu, que votre monde est beau. À la fin de cette terrible épreuve, Harry lui posa la question fatidique. Nell, ma chère Nell, bientôt nous serons rentrés dans notre sombre domaine. Ne regretteras-tu rien de ce que tu as vu pendant ces quelques heures passées à la pleine lumière du jour? Non, Harry, répondit la jeune fille. Je me souviendrai, mais c'est avec bonheur que je rentrerai avec toi dans notre bien-aimée houillère. Cependant, Jules Verne fait tout pour nous convaincre qu'il n'y a rien de suicidaire dans cette volonté d'enfouissement. La mine ne se réduit pas à des couloirs de taupinière. Nous voyons s'esquisser une géographie souterraine qui est comme un négatif en quelque sorte du monde de la surface. Par exemple, une capitale se construira, elle s'appellera évidemment Coal City et se posera en rival d'Édimbourg, cette cité soumise au froid de l'hiver, aux chaleurs de l'été, aux intempéries d'un climat détestable et qui, dans une atmosphère encrassée de la fumée de ses usines, justifie trop justement son surnom de vieille enfumée, Old Ricky. Ainsi Jules Verne ne recule pas devant ce paradoxe inouï. Pour respirer de l'air pur, descendez au fond de la mine. Vision encore plus fantastique quand il nous expliquera que la future maison des amoureux se dressera au bord de la mer, car une caverne immense recouvre d'un ciel de granit une véritable mer souterraine sur laquelle on peut naviguer à l'abri de toute tempête. Trait pour trait, Jules Verne construit ainsi un double idéal de notre monde, idéal et donc enfoui, placé hors de portée des vicissitudes de notre vie superficielle. Ce monde idéal, comparable au monde des idées de Platon, est aussi bien entendu le monde de la connaissance scientifique, car l'ivresse du pouvoir s'ajoute à la paix ineffable des profondeurs.